Il est là, hein, le journal officiel. Mais bon, ça, je vais revenir sur ça après pour vous montrer en fait la grande manipulation de Stéphane. Mais ce que je voulais vous montrer là, c'est la suite du fameux financement, concernant le fameux financement. Et vous allez vous-même écouter le fameux développement de Stéphane Zang. Ce qui est prioritaire pour eux. Parce que c'est extraordinaire. Extraordinaire ce que j'ai vu. Bon, voilà, nous y sommes. Je me suis posé la question de savoir comment ils vont financer leur fameuse route. Lorsque j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais le Gabon passe son temps désormais à emprunter. Tous les 2 mois, nous empruntons de l'argent, nous empruntons de l'argent. Jusqu'à nous sommes en train de vendre le pays à des hommes d'affaires camerounais. Nous empruntons, nous empruntons. Après notre passage, on s'étonne que certains pays étrangers, certains membres nous insultent comme ils veulent. Bref. Je me suis posé la question, mais cet argent va venir d'où? Puisqu'ils nous ont parlé de leur Assala, machin, mais on ne voit toujours pas la différence avec leur fameux achat d'Assala. Peut-être que ça sera dans 14 ans que les fruits d'Assala sortiront, je ne sais pas, parce que là encore, aucune communication. Je me suis dit naturellement, il faut qu'il y ait des finances. Donc je vais regarder la loi des finances. Loi des finances 2023-2024, c'est ce que je vous ai dit, ce que je vous ai montré. Cette loi de finances, rien n'a été prévu en termes de construction de ce fameux boulevard de la transition, encore moins des fameuses maisons de la cité de la communication, je ne sais trop quoi. Je suis allé regarder la loi 5, la loi 5/2023, hein, des ressources donc de 2024, via l'annexe explicative détaillée des droits de finances comprenant les dépenses fiscales, les risques budgétaires et les investissements. PIP de 2023 à 2025. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Parce que vous savez, tout ce que l'État gabonais est censé faire au nom de la nation doit être inscrit quelque part. Ça doit être inscrit, ça doit être budgétisé. Les députés doivent voter le budget, doivent discuter, doivent dire ce qui est prioritaire, ce qui ne l'est pas. J'ai cherché et je vous donne les références. Allez-y regarder la loi numéro 5/2023, hein, des ressources 2024 et notamment l'annexe explicative détaillée des lois de finances comprenant les dépenses fiscales, les risques budgétaires et les investissements PIP 2023 à 2025. Je n'ai rien trouvé. Par contre, c'est là où c'est intéressant. Dans la loi de finances 2025, donc, encore une fois pour ceux qui ne comprennent pas, la loi de finances, c'est le grand livre où les députés ont voté, où ils savent qu'en 2025, voilà ce que l'État va faire, voilà ce que le gouvernement va acheter, voilà. En 2025, la loi de finances prévoit des investissements importants dans les infrastructures avec une allocation de 120,2 milliards de francs CFA, soit 204 millions de dollars pour le secteur des... Et donc, 120 milliards de francs CFA hein, dans la loi de finances 2025. Et dans cette loi de finances 2025, le gouvernement d'Oligui prévoit de dépenser 120,2 milliards de francs CFA, soit 204 millions de dollars. Pour le secteur des infrastructures, vous avez 63,5%. Donc, c'est-à-dire que Oligui et son gouvernement prévoient de dépenser pour les investissements 120 milliards de francs CFA. Bon, écoutez, petit calcul simple, hein. En termes de route, nous savons, selon ce qu'on nous a dit, que 1 kilomètre de route au Gabon équivaut à 1 milliard. Si nous prenons leur fameux boulevard là, 2 fois 2 voies, si ce tronçon fait 3 ou 4 kilomètres, nous avons pas moins de 20 à 30 milliards rien que pour le bitume. Sans parler de tout le reste des aménagements. Mais ce n'est pas là le problème. Ce qui est plus grave, c'est que 63,5% des réalisations d'Oligui se feront, comme je vous l'ai dit, par des prêts. Le général Oligui et son gouvernement comptent emprunter plusieurs milliards, si ce n'est 63,5% de cet investissement par des prêts. Donc ça voudrait dire que tout ce que vous voyez faire, il n'y a pas d'argent. Dans peu de temps, vous allez entendre que le Gabon
est en train de rechercher à nouveau des investisseurs. Dans peu de temps, vous allez entendre que Ebomaf a raflé le marché de construction de ces voies, qu'Ebomaf a préfinancé. Donc en somme, le général Oligui, plutôt que de se concentrer dans les priorités du Gabon, est en train d'appliquer exactement la même politique qu'Ali Bongo avait. Encore qu'Ali Bongo, lorsqu'il appliquait cette politique, nous étions dans une espèce de boom pétrolier. Nous avions le prix du baril qui était élevé. Le Gabon avait un budget jamais atteint de toute son histoire. Ce qui a tué le Gabon à cette époque, justement, c'est la malgouvernance, c'est la corruption. Donc le général Oligui, plutôt que de nous construire des écoles, plutôt que de nous régler définitivement le problème de la SEG, parce que, écoutez bien, hein, le problème de la SEG, c'est pas car leur cash powership, non. Non seulement l'État gabonais doit des milliards et des milliards à la SEG, qui jusqu'à ce jour n'ont toujours pas payé, mais en même temps, l'État gabonais n'investit pas dans les infrastructures. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la SEG a besoin d'un investissement de 400 milliards de francs CFA. 400 milliards de francs CFA. Donc ce que le gouvernement fait depuis les Veolia et autres, c'est que au lieu de renouveler, de remettre à niveau le réseau électrique, on met un pansement. En fait, vous savez, c'est comme quand vous êtes blessé. Au lieu de soigner véritablement, on met un petit pansement. Un pansement qui ne permet pas à la blessure de guérir. On met un petit pansement. La blessure ne fait que s'aggraver, s'aggraver. Au lieu d'avoir un véritable traitement, ben non, on prend encore un petit pansement, on fait. Là, vous avez vu, il y a en 2011, lorsque je sillonnais le Gabon pour certaines missions, j'avais filmé la fameuse centrale d'Ovendo d'Alenakiri. C'était une centrale à l'époque où on nous disait qu'elle était gérée par les Israéliens. Cette centrale fonctionnait grâce à notre gaz, grâce à un pipeline qui partait depuis Port-Gentil, qui alimentait cette centrale. Et cette centrale était censée alimenter une partie de Nkok et une partie de Libreville. Rien n'a changé. Aujourd'hui, cette centrale dépassée, parce que nous ne pouvons pas répondre à la croissance de Libreville, la SEG n'ayant pas évolué, parce qu'à l'intérieur du pays, c'est toujours des gros groupes électrogènes en réalité qui alimentent le pays, mais il arrive qu'à un moment, vous prenez qui vous voulez, les Veolia, les machins, mais ils ne peuvent rien faire. Puisque les Veolia, tout ce que vous prenez, quand vous voyez Veolia récupérer la SEG, Veolia ne fait que louer le trafic, c'est-à-dire les instruments, les canaux à travers lesquels le courant est acheminé. Mais il les loue envers qui? Envers l'État gabonais. Mais l'État gabonais ne fait aucune maintenance, aucun investissement. Mais il arrive qu'à un moment, vous prenez qui vous voulez. Tant que vous êtes dans ce modèle, rien n'évoluera. Vous avez vu récemment ce que les Turcs là ont dit de cash power, machin. Ils ont dit, mais on crie sur eux alors que le problème vient de la SEG. Ils peuvent produire autant de courant qu'ils veulent, quel que soit le marché, même si le contrat, c'est un contrat signé comme vous savez. Mais quelle que soit l'électricité que ces gens produisent, si le réseau électrique du Gabon est obsolète, que voulez-vous qu'il se passe? Voilà pourquoi ces gens du gouvernement sont obligés de nous sortir des histoires abracadabrantesques, nous montrer des pseudo-câbles coupés en expliquant que qu'il n'y a plus le Gabon, plus de courant dans tout le Gabon à cause d'un câble. On nous envoie leurs petits activistes de la faim, curieusement, non mais ça m'a amusé. Quand j'ai vu Otete qui va, curieusement, hein, un activiste qui est... non, mais vraiment le Gabon et la manipulation. Il y a quelques mois, donc pendant que les gens sont dans le noir, c'est Eric Otete qui se retrouve dans la centrale électrique à Lenakiri, qui nous montre qu'un câble a été sectionné. C'est lui. Ce n'est pas les autorités judiciaires, ce n'est pas les autorités de l'énergie. Non, c'est lui. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. On nous envoie Stéphane Zing, pensant que voilà, il va continuer d'endormir le peuple comme il sait le faire. Alors que le véritable problème, c'est que les infrastructures du Gabon sont obsolètes.
Donc vous refusez d'injecter 400 milliards de francs CFA pour refaire la totalité du réseau de Libreville, mais vous préférez aller emprunter plus de 63,5% pour construire votre route et quelque chose. Est-ce que c'est normal? Stéphane Zang, toi qui nous parles de développement. Parce que c'est bien que vous puissiez sortir votre argument que oui, voilà, que nous discutons avec les émotions, blablabla, blablabla. Mais là, moi, je vous parle de chiffres, je vous parle de recherche, je vous parle de choses que vous-même, vous pouvez aller vérifier. Je vous parle de loi des finances. Je vous donne les détails. Et donc, toujours dans cette loi des finances 2025, vous avez, dans ces 63,3% qui sera emprunté, vous avez 36,9% des fonds qui seront consacrés aux routes. Les routes. Donc, ça veut dire que vous aurez moins de 50 millions consacrés pour les routes. Moins de 50 millions pour les routes. 50 milliards pour les routes. Voilà le développement de Stéphane Zang et de tous les autres qui vous disent « Oui, le développement du Gabon passe par là. » Et vous allez comprendre en fait, parce que ce n'est pas encore fini. Vous avez les bâtiments et travaux publics de BTP. 22,1%. Les bâtiments publics, donc les administrations, 22%. De ces 120 milliards là, 22%. Vous avez ensuite l'éducation et la formation professionnelle, 13,1%. Stéphane, je pense que tu es diplômé. Je pense que tu as quand même fait l'école. Stéphane Zang, explique-nous comment le développement d'un pays peut passer sans la véritable éducation et la formation du peuple. Explique-moi un peu comment c'est possible. Comment est-il possible qu'avec tous les milliards dont vous nous parlez, que vous ne puissiez mettre dans votre loi de finances de 2025 que 13,1% pour améliorer les infrastructures éducatives? Mais si vous pensiez que vous avez tout vu, ce n'est pas encore fini. Nous passons maintenant à la santé. 6,3% pour les infrastructures de santé. En 2025, le gouvernement gabonais ne mettra que 6,3% d'infrastructures pour la santé. Qu'ils nous disent qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en fait. Qu'ils nous disent. Qu'est-ce qu'on fera en 2025 avec un investissement de 6,3% dans les infrastructures de santé? Regardez le parallèle. Hein. Pour construire leurs routes, leurs machins, hein, ils vont mettre 36,9% de fonds. 36,9% de fonds seront consacrés à leurs fameuses routes là. Les machins boulevards de la transition, voilà, leurs fameuses routes pavées ou quoi dans la capitale. Pas dans le pays, hein, pas vos routes nationales, hein, mais pour la santé, 6%. 6%. Donc, c'est-à-dire que 6 fois moins sera consacré dans la santé en 2025. Vous vous étonnez que dès qu'ils ont le moindre petit rhume, le moindre petit bobo, ils prennent l'avion. Parce qu'ils savent que ce qu'on appelle système de santé, pour nous au Gabon, ce sont des mouroirs. Depuis qu'ils ont construit leur hôpital militaire, l'hôpital d'Ovendo, le CHU d'Ovendo, le CHU de Libreville, à Kanda, est-ce que vous avez entendu comment Bongo, Ali Bongo, tous ces gens où leurs femmes ont accouché là-bas ou ont été hospitalisés là-bas? Dites-moi un peu. Est-ce que vous avez entendu que tous ces gens se font traiter là-bas? Nous avons même vu, vous avez vu, hein, on nous a présenté même des grands médecins qui ont dit qu'Ali Bongo, malgré tout ce que les Gabonais voyaient, qu'Ali Bongo était en très bonne santé. Donc ce sont ces mêmes médecins que le général Oligui et les autres disent non, nous on ne veut pas que ces gens nous touchent. Jusqu'à pas longtemps encore, vous avez vu Madame Aminata, qui est sénatrice de la transition, qui, il y a quelques jours, était à l'hôpital de Mélène. Vous avez vu comment les Gabonaises sont maltraitées dans nos hôpitaux.
Comment ceux qu'elles ne doivent pas payer, même étant enceintes ou quand elles arrivent aux urgences, on leur fait payer. Mais Oligui nous dit qu'en 2025, dans son développement avec tous ces gens, il ne consacre que 6,3% dans les infrastructures de santé. Voilà ce que le général Oligui, voilà ce que Stéphane Zeng nous disent. C'est ça leur progrès. Donc, c'est-à-dire que les mamans, vous là qui avez l'habitude d'aller mourir à l'hôpital général, qui allez vous faire charcuter à Melaine, dont on vous prend, on vous confisque les bébés là, à Jeanne et Bory. Ne vous en faites pas. En 2025, ça continue. Ça va continuer. Pendant qu'en 2024, Zita Oligui a eu, avec sa fondation, 6 milliards de francs CFA. En 2024, Anouchka Oligui a eu 6 milliards de francs CFA avec leur fondation. En 2025, elles auront à nouveau chacune 6 milliards de francs CFA. 2023-2024, qu'est-ce qu'elles ont fait déjà de ces 6 milliards? Vous, Gabonais, vous pouvez me dire? Parce que moi, j'ai vu que ce qu'elles ont fait, c'est repas de Noël. Elles ont donné un repas de Noël ou un truc comme ça. Voilà. Et je crois que c'est de l'argent public. Y a-t-il un endroit où nous, Gabonais, nous pouvons voir la liste de tout ce qu'elles ont fait? Parce que l'histoire nous a montré qu'il y avait une Sylvia Bongo qui avait aussi une fondation. Aujourd'hui, nous apprenons que tout l'argent qui était donné à cette fondation, et même en violation de la loi, que tout cet argent allait dans sa poche. Mais rien n'est mis en place par le général Oligui et la loi qu'il a fabriquée sur mesure pour ses épouses, pour que nous, Gabonais, nous puissions voir où va l'argent du peuple gabonais. Mais ça, Stéphane Zeng, dans son développement, ne vous en parle pas. Parce que pour lui, le développement, c'est de déguerpir les Gabonais qui n'avaient nulle part où aller. Son développement à lui, c'est les déguerpir pour qu'il nous sorte le boulevard de la transition. Parce que nous, Gabonais, nous nous soignons grâce au boulevard de la transition. Nous, Gabonais, nous allons à l'école grâce au boulevard de la transition. C'est ça qui paye nos études. Voilà pourquoi l'UOB est comme elle est. Voilà pourquoi les Gabonais sont partout dans le monde entier, meurent en Russie, meurent en Turquie, parce qu'on cherche l'école. Stéphane Zeng nous dit, c'est ça le chemin du développement. Pendant qu'ailleurs, le chemin du développement, c'est mettre des budgets élevés dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures, les logements, avant de nous parler d'autre chose. Voilà la base. Prenez par exemple le système français dont nous sommes issus. Une grande partie du budget français, c'est le social. Les hôpitaux, la sécurité sociale, l'équivalent de la CNAM-GS. Près de la moitié du budget français, c'est ça, c'est le social. Mais nous au Gabon, là, nous qui sommes un pays pauvre, nous qui voulons soi-disant devenir un pays, les uns disaient émergent, là les autres disent bâtisseur, je ne sais trop quoi. On nous dit non, l'éducation, est-ce que c'est important? L'éducation, c'est pas important. Allez, 22,1%. J'avance. Le transport, le transport. Le transport. Les gens sont venus Oligui lui-même est venu narguer les Gabonais en disant « Vous faites quoi dans les PK? Repartez au village construire. » C'est ça là qu'il est en train d'appliquer. Vous vous rappelez? Le général Oligui vous a dit que vous n'avez rien à faire dans les bas-fonds, vous n'avez rien à faire dans les Mapales. Repartez construire au village. Mais ce que le général Oligui a oublié, c'est que toutes ces populations qui sont parties de l'intérieur du pays pour la capitale sont parties premièrement dans les années 70 parce que le Gabon était en plein boom. Nous avions besoin de main-d'œuvre. Et même avant ça, bien avant ça, du temps de la colonisation, si M. Oligui, vous connaissez l'histoire de votre pays, beaucoup de populations partaient de l'intérieur du pays, des villages, attirés par la main-d'œuvre dans le bois parce que c'était notre première économie. Premièrement. Deuxièmement, dans les années 50, les années 70, quelle était la population du Gabon? Stéphane Zeng est venu nous sortir une série de décrets qui n'ont rien à voir avec la thématique, mais qui, avec sa formulation, ça fait genre, oui, voilà, il sait de quoi il parle, mais à aucun moment Stéphane Zeng ne vous a parlé de la politique mise en place par les différents gouvernements jusqu'à ce jour.
Parce que quand il nous dit, oui, dès 1969, il y avait machin, dès 1974, est-ce qu'il peut aussi vous dire que dès ces années-là, que le Gabon n'a connu quasiment qu'un seul plan de logement, de construction de logements dans les années 70? Quels étaient ces logements? Il y avait la pairie, les logements de la SNI de la pairie. Parce qu'à l'époque, le centre-ville du Gabon, c'était cette zone. Si vous voulez la sablière de l'époque, là, des riches, c'était la pairie, c'était les Akébé. Jusqu'aujourd'hui, vous avez ces maisons, hein, certaines de ces maisons-là, hein, à la pairie, là, dans les Akébé. À Akébé, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Vers là où il y avait le cinéma d'Akébé, hein, là où il y avait le Libanais, là, il y a toute cette zone-là qui se confond maintenant avec le marché de Montbouet, là, en descendant. Toute cette zone, c'est Akébé-Ville, merci. C'était les premiers logements sociaux. Les premiers logements sociaux. Ensuite, dans les années 70, les autres logements sociaux qu'il y a eu, c'était quoi? C'était la SNI au Vendo. C'était l'Ikwala plus tard. Et plus tard, il y a eu les logements sociaux de Nzayong. Quelques maisons. Et c'est parce que l'État a failli à sa mission. L'État a failli à sa mission de loger le peuple. Que le peuple ne pouvait pas continuer à rester à l'intérieur du pays mourir. Le peuple ne pouvait pas aussi rester à l'intérieur du pays sans perspective d'évoluer. Le général Oligui lui-même, qu'est-ce qu'il nous a dit? N'est-il pas parti d'Akieni un moment pour vivre à Port-Gentil, un moment pour se retrouver dans une chambre chez sa tante dans les Akébé quand il est revenu du Maroc? Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça avec le peuple gabonais? N'eût été son grand-père ou son oncle, Omar Bongo, qui l'avait pris en Goni avec, vous-même vous connaissez là-bas, pour qu'il soit son aide de camp, le général Oligui serait ce qu'il est aujourd'hui. Il est parti du village. Pourquoi il n'est pas resté là-bas pour suivre ses études et vivre là-bas à Ngoni, à Franceville? Pourquoi ce que vous avez fait, vous refusez que d'autres Gabonais le fassent? Vous allez détruire chez eux. Repartez au village. Oui, il faut construire le village. Mais pourquoi vous, en votre temps, vous n'êtes pas resté dans votre village pour construire le village? Pourquoi? Stéphane Zeng, ton village, c'est où? Tantôt tu nous dis Lambaréné, tantôt tu nous dis Abitam. Ceux de Bitam là-bas disent qu'on ne te connaît pas. Va là-bas construire aussi dans ton village. C'est ça aussi le développement. Vous tous aujourd'hui qui nous dites, oh oui, vous êtes rentrés pour travailler. Mais allez-y dans vos villages et de vos villages là-bas développer, on va voir. C'est pas toujours nous sortir des grandes théories comme vous faites. Les Laurence, donc, c'est pas tout que subitement, depuis que vous êtes ministre, vous entamez des travaux dans les Congo, dans les machins. Allez-y vivre là-bas à Congo. Monsieur Oligui, il y a Internet maintenant. Mettez en place un système où vous faites vos conseils des ministres, chacun dans sa ville, et puis vous développez comme ça le Gabon, on va voir. Mais vous passez votre temps à penser que vous êtes plus malin ou plus intelligent que qui, en fait? Vous pensez que vous êtes plus malin que qui? Stéphane Zeng, dis-moi, va dans ton village ou dans le chef-lieu de ton village et puis de là-bas, tu développes. Je crois savoir que on t'a mis au truc de l'innovation ou de je ne sais trop quoi. Mais va nous montrer là-bas l'innovation. Va nous montrer l'innovation. Va nous implanter, nous construire des écoles d'innovation technologique à Lambaréné ou Bitam parce que, bon, moi je ne sais pas d'où tu es, mais va nous montrer ça. Que Laurence non va également, qu'elle aille également à Congo, puisqu'elle se dit de Congo, qu'elle aille aussi là-bas développer, montrez-nous. Parce qu'à un moment donné, arrêtez de vous moquer du peuple. Arrêtez. Je continue, hein, donc j'étais au transport. Le général Oligui a récupéré une grande partie de la flotte des avions qui appartiennent au Gabon. Des avions achetés, détournés par Sylvia et autres. Ils n'ont rendu de compte à personne. Ce sont des avions, c'est un bien du Gabon, de l'État gabonais, pas de la présidence de la République. Stéphane Zeng, tu en as parlé, où nous en sommes? Parce que tu deviens de plus en plus un manipulateur, hein, Stéphane. Viens nous sortir un PowerPoint où tu nous donnes, parce qu'il y a quelques mois, j'avais retracé beaucoup de ces avions, vous vous rappelez? Viens nous sortir un PowerPoint où tu nous dresses la liste de l'ensemble des avions de la flotte qui appartient au Gabon, qui appartenait au Gabon et qu'Oligui a récupéré. Dites-nous, c'est quelle loi de finances, avec quelle loi de finances vous avez acheté
les jets, les Amber, les avions d'occasion, les vieux coucous d'occasion brésiliens là, que vous avez peint en noir. C'est dans quelle loi de finances? C'est quel député qui a voté cette loi de finances? C'est quel député, sénateur qui a voté cette loi de finances? Dites-moi un peu. Vous êtes venu, vous avez fait ce que vous avez, et vous nous avez dit que non, ces avions, en fait, c'est pour créer une compagnie nationale, pour que les Gabonais puissent désormais voyager, etc., etc. Mais moi, il y a quelque chose, excusez-moi, que je veux bien comprendre. Non seulement vous ne nous avez pas expliqué comment la compagnie nationale, comment la compagnie privée qui appartenait, je crois, à des Corses, à FreeJet, est devenue gabonaise. Vous ne nous avez pas expliqué. Stéphane Zing, j'aimerais que tu nous sortes un PowerPoint où tu nous expliques ça dans les détails. Vous ne nous avez rien expliqué. Personne jusqu'à ce jour. Vous êtes sorti, vous avez dit à FreeJet, désormais c'est pour le Gabon. Vous ne nous avez rien expliqué. Ensuite, on apprend que c'est plus à FreeJet, c'est devenu Fly Gabon. Mais on apprend qu'en fait, Fly Gabon ne vous appartient pas. En fait, plein de choses bizarres. Et au final, les billets d'avion que vous aviez promis, qui devaient être accessibles à tous les Gabonais, aujourd'hui, ces billets d'avion sont à 150 000 et on apprend que ces billets vont même augmenter fortement parce qu'il y a des nouvelles taxes qui vont être mises dessus. Donc finalement, tous les avions et la compagnie que vous avez fait là, c'était pour qui? Parce que le Gabonais lambda, pour aller chez lui, est obligé de prendre tous les risques pour prendre une route hasardeuse, pour prendre une route dangereuse, avec 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs, on arrive quand même dans nos villages. Mais vos avions là, j'ai même vu, oh oui, on va rénover l'aéroport de Makokou, inauguration, l'aéroport d'Oyen, inauguration, etc. Mais tout ça, c'est pour qui en fait? C'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Parce que je pense que le développement, ça aurait été de faire comme ici en Europe. En Europe, lorsque la population a estimé ou n'avait pas les moyens pour se payer des billets d'avion, mais les gouvernements et des hommes d'affaires ont créé des moyens qui ont fait en sorte que nous avons vu la naissance des compagnies low cost. Donc, c'est-à-dire des compagnies qui vous disent, bon, écoutez, moi, je vais vous faire, au lieu de vous faire Libreville, Libreville, Franceville ou Libreville, Tchibanga à 150 000, moi, je vous fais ce billet à 40 000, par exemple. Est-ce qu'il y a quelques années, pendant que Air Gabon existait et pratiquait même des prix élevés, nous n'avions pas ces compagnies-là au Gabon? La Nationale, citez-moi un peu, il y avait quoi? Il y avait la Nationale, il y avait... il y avait quoi? Quelles étaient ces compagnies? Parce que là, il n'y a que la Nationale qui me revient. Mais les compagnies comme la Nationale, vous aviez les billets à l'essence, c'était à 40 000, à 50 000. Air Inter, même Air Inter de l'autre, de Louis Gaston Maïla. Afrique Aviation. Expliquez-nous comment ces compagnies arrivaient à faire en sorte que le coût du billet d'avion, allégeance. Je ne parle pas de choses abstraites. Vous qui aimez dire que nous sommes dans l'émotion, est-ce que ce que je dis, c'est dans l'émotion? Les Gabon Express, etc. Parce que tout simplement, vous avez refusé Air Service. Vous avez refusé de faire comme ça se fait dans des grandes démocraties. Vous avez refusé de libéraliser. Vous avez refusé de faire en sorte que ces choses soient accessibles au peuple. Vous êtes sûr que si vous mettez en place un modèle économique avec votre Fly Gabon, là où le billet d'avion est à 40 000 francs, aller ou même aller-retour, vous êtes sûr que vous ne pourrez même pas faire 10 vols dans chaque capitale? Allez-y prendre même vos ATR ou ce que vous voulez. Prenez même 10, 20. Faites le billet aller-retour Libreville-Oyem à 40 000 et vous verrez si vous ne serez pas débordé. Et vous verrez si ça ne sera pas un modèle économique rentable. Mais vous venez nous parler de Fly Gabon, vous nous sortez tout ce que vous sortez. Quand on sort, on dit que c'est une arnaque, vous nous insulter. Un mois après, 2 mois après, vous venez vous-même nous dire que oui, voilà, les billets d'avion vont tripler, vont ceci, parce que des taxes ceci, des taxes cela. Voilà pourquoi en 2025, je vous annonce qu'il n'y a que 4,2% qu'il y aura pour les infrastructures de transport. 4,2%.
du budget de l'État qu'il y aura pour les infrastructures de transport. Donc dites-moi, avec ça, là, vous voulez en fait quel transport? Vous voulez faire quel transport avec ça? Vous voulez moderniser le transport au Gabon de quelle manière? Vous voulez construire un chemin de fer de quelle manière avec ça? Vous voulez assainir un réseau routier de quelle manière avec ça? Vous voulez avoir une compagnie aérienne ou une compagnie maritime digne de ce nom? Avec quoi avec ça? Parce que quand je lis certains qui sont venus m'attaquer en disant « Rekula, machin, Stéphane Zang a bien parlé, hein, ce qu'il a dit c'est vrai, c'est le développement. » Mais c'est parce qu'en fait vous n'avez rien compris. Voilà pourquoi on vous manipule. On vous fait croire que le développement, c'est construire une belle tour comme à Dubaï avec les belles vitres. La vie du paraître. On vous fait croire que c'est ça le développement. Mon frère, je préfère avoir un téléphone Samsung qui me permet d'envoyer des messages, d'avoir WhatsApp, d'appeler allô, bonjour, au revoir. Je préfère avoir ce téléphone pendant 5 ans, mais pendant ces 5 ans, je construis ma maison en étage. Là, je ne suis pas dans la vie du paraître. La vie du paraître, c'est quand tu as l'iPhone, dernière génération, l'iPhone, je ne sais trop quoi, 1000 dernière génération. Tu sors, tu es bien habillé, tu sens bon, mais chez toi, tu n'as même pas une chaise où t'asseoir. Tu n'as même pas une fourchette. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand le général Oligui passe et dit que oui, les Gabonais veulent de beaux immeubles comme à Dubaï, d'accord, vous allez terminer vos beaux immeubles là, vos tours H, vous allez les terminer. Dites-moi, les Gabonais vont aller vivre dans vos tours H, dans votre baie des rois, vos baies des cochons, je ne sais trop quoi. Les Gabonais vont aller vivre là-bas. Ceux qui pourront même aller payer la location dans ces bâtiments-là, c'est qui? Ça sera les mêmes. BGFI et autres. Ça sera encore vous. Donc vous construisez des choses au nom de l'État, ou du moins, vous faites dire que c'est au nom de l'État. Mais ça ne servira pas aux Gabonais. Vous avez exproprié, non? Utilité publique. Sangel qui est là-bas, la sert aux Gabonais. C'est le Gabonais lambda qui va là en face de l'Immaculée, qui va faire ses achats à Sangel. Dites-moi un peu. Qui va faire les achats à Sangel, là à l'Immaculée? C'est qui? C'est pas vous-même? C'est pas vous-même? Le Gabonais moyen fait ses achats à Montbouette. Le Gabonais moyen a tellement faim qu'il est obligé même d'aller déterrer à 3 mètres dans le sol la nourriture avariée. Voilà la réalité, Stéphane. Voilà la réalité. J'avance. Non, je garde le meilleur pour la fin. Agriculture, pêche et élevage, ça c'est chez elle-même. Ma grande sœur Laurence, non. 3,5% pour soutenir les infrastructures agricoles. Donc pêche et élevage, 3,5%. Je ne sais pas hein, si nous vivons dans le même Gabon. Je ne sais pas si ces gens ont fait comme moi le tour du Gabon. Donc, vous avez 3,5% qui sera mis pour soutenir les infrastructures agricoles. Je disais tout à l'heure, avant de bloquer les commentaires, je disais que je ne sais pas. Moi, j'ai peut-être fait la malchance. J'ai peut-être eu la malchance d'aller au fin fond au Konja, au fin fond dans les plateaux Bateke, ou même dans le sable, vous avez des maniocs qui poussent comme c'est pas possible. Ou vous avez de l'igname à l'éconie qui pousse comme c'est pas possible. J'ai eu la chance d'aller à Tibanga, à Mabanda, à Mivoul. J'ai eu la chance d'aller partout. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas une terre au Gabon qui est stérile. Lorsque j'ai vu, il y a 10 ans, la banane qui sortait de Koulamoutou, en fait, je me suis posé la question, mais pourquoi nous importons la banane du Cameroun, en fait? Lorsque j'ai vu ce qui sortait de nos terres, même là, au Cap Extérias, même là, dans la zone, les villages Sekiani qu'il y a entre Bambouchine et Bolokoboué, là, il y a une route, là. Il y avait des grands villages, des grandes bananeraies là-bas. Je me suis dit, mais comment nous continuons à importer
la nourriture venant du Cameroun. Comment voulons-nous être autosuffisants si chaque province est incapable d'alimenter son propre marché? Comment pouvons-nous accepter que des aliments, que la banane, tout ça, ça vienne par exemple du Cameroun? Là, que ça traverse Bita, Moyem, etc., que ça arrive à Montbouette. Au point où, ce qu'ils ont dans la bouche, c'est de dire, vous les Gabonais, vous parlez trop. Si on vous bloque notre agriculture, vous allez mourir de faim. Qui comme moi entend ça souvent? Qui comme moi entend souvent ça? Alors que nous avons l'un des meilleurs climats d'Afrique centrale. J'ai eu la chance de faire aussi le Cameroun. Le Cameroun, c'est une semi-savane. La seule partie du Cameroun qui est riche en agriculture, c'est quasiment le sud. Le nord, c'est la savane. Une grande partie du Congo, c'est la même chose. Mais nous avons 70% de plaines et de forêts. 70%. Mais nous sommes incapables d'être autosuffisants. Et être autosuffisant, ce n'est pas nous sortir vos projets à la projet graine avec les caterpillars qui coûtent 300, 400 millions, etc. Vos projets, c'est tout simplement la volonté. La volonté, l'éducation, faire comprendre à la population l'importance de la culture. Je vous dis que moi, personnellement, l'un des projets que j'avais pendant... Là, en me disant que les choses étaient en train de rentrer dans l'ordre, l'un des projets que j'avais, c'était l'agriculture. C'était l'agriculture. Et pas à Libreville. Hein. J'allais aller à l'intérieur du pays. Et avec le business plan que j'avais mis en place, je produisais et j'allais réaliser séances tenantes là-bas au Gabon, des boîtes de conserve. Ça aurait permis de faire en sorte que le Gabonais, plutôt que d'acheter une boîte de conserve de tomates, par exemple, à 1000 francs, qu'il puisse acheter la même boîte de tomates à 400 francs. J'ai été au Sénégal. J'ai réalisé des documentaires dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est une zone désertique. Est-ce que vous savez qu'au Sénégal, pays désertique, hein, ils produisent des milliers et des milliers de tonnes de tomates? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'au Sénégal, vous avez plusieurs usines, si je me rappelle bien, il y en avait 2 ou 3. Il y avait une à Rufisque, il y avait une, je ne sais plus, de fabrication de tomates. Est-ce que vous le savez? J'ai vu les techniques au Sénégal, comment on cultive dans le désert. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu comment au Sénégal, lorsque c'est la période de récolte de pommes de terre, d'oignons, comment les autorités sénégalaises verrouillent les frontières, interdiction d'importer de l'oignon, de la tomate, etc., etc. Nous, au Gabon, nous ne pouvons pas le faire. Et si nous ne pouvons pas le faire, ce n'est pas parce que nous n'avons pas les moyens, mais c'est parce que quand vous avez des hommes politiques qui sont en même temps les propriétaires de tous les grands groupes que vous voyez au Gabon, le pays ne peut pas prospérer. Quand vous avez des hommes politiques qui sont les propriétaires, je vous donne un exemple. Comment Michel Essongué a fait pour être propriétaire de Gabo Prix, qui est devenu le groupe Sega Cadiz? Dites-moi un peu. Comment ils ont fait? Le groupe Gabo Prix, depuis les années, Gaboma, tout ça, ça appartenait à l'État gabonais. À quel moment c'est devenu la propriété des hommes de pouvoir au Gabon? Aujourd'hui, on nous dit que la moitié est revenue à l'État ou je ne sais comment. Mais parce que tout simplement, ce qui se passe, c'est que les mêmes hommes politiques sont également les mêmes hommes d'affaires du Gabon, sont les mêmes qui dirigent. Les mêmes. Ce sont les mêmes qui bloquent le développement du pays. Les mêmes. Ce sont les mêmes qui ont des marchés d'exclusivité. Ce sont les mêmes qui font en sorte que l'agriculture ne puisse pas se développer. Ce sont les mêmes. Il faut maintenir le pays dans un état où nous sommes constamment dépendants des réseaux qu'ils ont mis en place depuis le Cameroun, depuis le Congo. Les mêmes. Voilà pourquoi, dans leur loi de finances, avec tous les députés que nous avons, tous les députés sans exception, tous les députés là,
ils ont voté que dans notre loi de finances, là, il n'y aura que 3,5% qui vont soutenir les infrastructures concernant l'agriculture, la pêche et l'élevage. Ce sont ces députés-là. Oui. Ils ne vont pas se cacher derrière Oligi, c'est tous les mêmes. Je vous disais que je gardais le meilleur pour la fin. Vous savez quelle est... non. Vous savez quel est le budget d'investissement pour les infrastructures énergiques et hydriques? 1%. 1,1%. 1,1%. J'ai fait des recherches, hein, sauf si vraiment la loi des finances que j'ai eue là, c'est une loi des finances qui sort de Jupiter. Mais si les références que j'ai, sont les bonnes, je dis bien si les références que j'ai sont les bonnes, l'eau et l'électricité au Gabon, dans... Excusez-moi, je remets les commentaires. Voilà. Si, et je sais que je ne me suis pas trompé dans mes recherches, dans la loi des finances 2025, l'investissement en infrastructures énergétiques et hydriques est de 1,1%. Ces fonds proviendront de plusieurs institutions financières internationales. Écoutez bien. 70,3 milliards de francs CFA proviendront de la Banque africaine de développement, entre parenthèses appelée la BAD. Donc le général Oligi, malgré tout ce que vous voyez là, les coupures, les machins, ils ont décidé d'investir 1,1% dans les infrastructures énergétiques et hydriques. Donc c'est-à-dire l'eau et l'électricité. 1,1%. Contrairement à leur fameuse route, 36,9%. Ce n'est pas moi qui le dis. Mes frères, vous savez, dans la Bible, il est écrit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Si nous, Gabonais, nous continuons de nous faire berner par ces gens, c'est parce que nous refusons de nous cultiver. Tout Gabonais que vous êtes, vous avez tous des smartphones. La preuve, vous me suivez. Combien parmi vous vont sur Google ou vont sur les Gigabon ou tout ce que vous voulez, allez-y taper loi des finances, ou vous avez même l'IA, ChatGPT et autres. Allez-y demander à ChatGPT, peux-tu me sortir le budget d'investissement 2025 de la loi de finances gabonaise? Et allez-y voir ce que vous trouverez. Vous avez des députés qui sont là, allez-y leur demander de vous fournir en PDF la loi de finances. Donc malgré tout ce que vous voyez, les coupures de courant dans tout le pays, ce que nous payons cher là aux Turcs, ils ont prévu en termes d'investissement dans le pays 1,1%. Donc 2025 là, mettez déjà une croix sur les barrages de l'impératrice, de quoi, tout ça là, mettez une croix dessus. Bon, certainement ils vous diront que ça sera pour le 2e ou le 3e ou le 5e mandat, bien sûr. Parce qu'ils vous diront certainement qu'on ne peut pas tout faire en un mandat. On ne peut pas tout faire en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Mais oui, on ne peut pas tout faire en 1 an, en 2 ans si vous avez décidé de ne rien faire. Ça, c'est clair. Mais pourtant, dans votre propagande, vous nous avez dit que vous avez réussi à construire plus de 1000 logements en 18 mois. Mais pourquoi, curieusement, la même dynamique n'existe pas? Pourquoi, curieusement, la même dynamique, on peut faire la preuve par 3. 1000 logements réalisés en 18 mois, ça fait combien de mois, ça fait combien de logements par mois? Attendez, je fais rapidement un calcul. Elle est où ma calculatrice? La preuve par 3. Elle est où la calculatrice? Voilà. 1000 logements, on va prendre 1000 logements. 1000 logements divisé par 12. Ça nous fait 83 logements. C'est bien ça, non? 83 logements par mois. Ah non, qu'est-ce que je raconte? 1000 divisé par 12, oui, 83... Attends, c'est bien ça, non? C'est bien ça. Oui, en fait, c'est ça.
1000 logements est égal à 12 mois. Donc, je divise 1000 par 12. Oui, c'est ça, ça me fait à peu près 84 logements par mois. Ça me fait 84 logements par mois. Donc, ça veut dire qu'en un mois, le général, 55 par mois, bon, moi j'ai 84, à peu près 83,33, j'arrondis à 84. Ah, comment ça, 55 par mois? Ah, ne me faites pas douter de... Hein? C'est la preuve par 3, là. Si on dit 1000 logements en 12 mois, 1000 divisé par 12, c'est bien 84, 83 dans l'alphabet. Ou bien, Ah, vous avez fait sur 18 mois, ok. D'accord, oui. C'est vrai, moi j'ai fait sur 12. 1000 divisé par 18. Effectivement, c'est 55. Moi, j'avais calculé sur 12. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en un mois, depuis qu'il a été, qu'il a prêté serment, il aurait pu loger 55 familles. Il aurait pu loger 55 familles. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce que tout simplement, ils sont dans le mensonge et aujourd'hui, le mensonge les rattrape. Donc, je continue. Donc, pour ceux qui sont là, toujours à dire que Rekula est dans les émotions, Rekula fait un live à partir d'éléments concrets. Excusez-moi un instant. Désolé, merci. Donc, je vous disais que, comme ils sont toujours à court d'arguments, comme ils ne sont pas capables d'avoir un débat intellectuel sur la base chiffrée, sur le travail qu'ils font, sur les éléments qu'ils fournissent, le seul argumentaire qu'ils ont, c'est de dire que nous sommes aigris, que nous parlons comme ça parce que nous n'avons pas été nommés, que nous parlons comme ça parce que nous sommes tribalistes, et autres, et autres, et autres. Mais les faits, ils sont là. Les faits, ils sont là. Donc maintenant, je vais vous donner où le général Oligui compte aller emprunter l'argent, où il compte aller endetter les Gabonais. Donc, ces fonds proviendront de plusieurs institutions financières. Merci. Diminuer là, qui a augmenté. Ces fonds proviendront de plusieurs institutions financières, dont Standard Chartered, à hauteur de 70,3 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement, 29 milliards de francs CFA. La Banque mondiale, 29 milliards de francs CFA. La Deutsche Bank, 25 milliards de francs CFA. L'Agence française de développement, l'AFD, 18 milliards de francs CFA. La Banque de développement de l'Afrique centrale, la BDEAC, 12 milliards de francs CFA. Voilà